Bonsoir, bienvenue et merci de nous préférer parmi tant de télé. Voici les titres du journal. Aujourd'hui, 25 janvier marque une date historique pour la Guinée. Elle commémore ce jour la journée des pendus du 25 janvier 71. Une occasion non seulement pour leur rendre hommage, mais surtout faire la pose de la première pierre d'une stèle qui leur est dédiée. Après 5 ans hors du pays, Bahouri est à Conakry depuis ce dimanche et déjà les guerres de leadership commencent entre le vice-président de l'UFDG et son président Cellou Dalein Diallo. Et puis en Afrique, le Parti démocratique au Gabonais remporte le siège de député abandonné par l'ancien ministre. C'était lors de l'élection législative partielle. Vous regardez bien entendu TATV et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre. Après des années d'exil politique, le vice-président de l'UFDG Bahouri a regagné Conakry ce dimanche. Aussitôt arrivé, la première altercation verbale entre Bahouri et son président Cellou Dalein ne s'est pas faite attendre. Dès les premières minutes de l'arrivée du vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée à leur siège, l'assistance a vécu un spectacle plutôt extraordinaire avant que ces deux ne se livrent à des attaques croisées. Sayon Kourouma. Ce dimanche 24 janvier a été l'une des journées folles pour la principale formation politique de l'opposition. Bahouri foule le soir guinéen après 4 ans d'absence et la joie est immense chez les militants qui ont accueilli avec faste leur vice-président. L'ancien exilé politique du régime d'Alpha Condé n'a pas hésité cependant à tenir un discours de fermeté qu'il veut plutôt véridique et franc à l'endroit de Cellou Dalein Diallo. Le leadership de Dalein, Bahouri le conteste publiquement. J'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup vu de reniement d'amitié, j'ai beaucoup vu de traîtrise, j'ai beaucoup vu des personnes que j'estimais nous tourner le dos. Ce n'est pas important parce que si ça ne concerne que moi, ce n'était pas grave. Ce qui est le plus important, c'est l'avenir de la démocratie dans ce pays. Démocratie durant ces 4 années et demie. Je n'ai pas manqué d'alerter, de dire que tel chemin ne correspond pas à notre intérêt, à l'intérêt de la cause. On ne m'a pas écouté. T'as raison. Bénéficiant des ovations des militants du parti, l'ex-ministre de la Réconciliation n'a pas manqué de répondre aux voix qui sollicitent une unité à la tête du parti et de faire passer un message très rassurant. J'aurais pu faire comme tant d'autres dirigeants. Je dis c'est moi qui ai créé, quiconque veut n'a qu'à se mettre derrière moi. Je ne l'ai pas fait. J'ai privilégié l'intérêt de la cause nationale pour que l'UFDG grandisse, se rassemble et s'élargisse. Qui peut me parler d'unité? Je suis l'incarnation d'une dynamique d'unité qui a fait de l'UFDG aujourd'hui ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-on parler d'unité lorsque Mamadou Bari a été exclu de l'UFDG? Des propos qui ont mis dans une colère noire le président de l'UFDG. À son tour, Cellou a imposé son autorité en déclarant haut et fort qu'il reste le seul maître du parti. Un discours qui sonne comme une réponse aux critiques faites par Bahouri depuis quelques mois maintenant. On fasse preuve de tolérance. Je suis le président du parti. On discutera, mais si on doit appartenir à la même association, au même parti, il faudra qu'une fois la décision prise là-bas, que ce soit la décision de tous les responsables du parti. Ces discours discordants prononcés par les deux hauts responsables de la première force politique de l'opposition devant leurs militants ne donnent-ils pas raison à certains observateurs qui ont prédit une difficile cohabitation entre Bahouri et Cellou, des propos qui ont été prononcés
après un vif accrochage entre les gardes des deux hommes. Une nouvelle alliance politique voit le jour en Guinée. Le Front uni de l'opposition guinéenne, c'est son nom, composé de plusieurs partis politiques, et les membres de cette alliance entendent défendre l'intérêt du peuple. C'est dans une déclaration rendue publique ce lundi que le nom de ce groupement politique a été dévoilé. Suivez. Suite au dépôt du document intitulé Projet de création du Front uni de l'opposition guinéenne dans les QG de tous les partis politiques de l'opposition guinéenne, et à la réunion du 16 janvier 2016 au QG du BOC, 6 à Kosa, invitant aux amendements et à l'objection du dit document. Après un débat houleux et constructif, les partis présents à la rencontre ont convenu de ce qui suit. Il est créé un front uni de l'opposition pour renforcer l'unité nationale en transcendant des clivages ethniques et régionalistes pour le changement, l'alternance et le développement socio-économique de la Guinée. En imitant tous les partis politiques et les mouvements sociaux épris de paix et de justice, le Front uni de l'opposition guinéenne appelle le gouvernement à baisser le prix du carburant et d'indemniser les citoyens victimes de déguerpissement. Suivez. Vu la chute du prix du baril du carburant sur le marché mondial depuis des mois, le Front demande la diminution pure et simple du prix du carburant à la pompe à 3 000 francs guinéens le litre. Le Front exige que l'État dédommage des victimes de déguerpissement dans la ville de Conakry et à l'intérieur du pays. Pour cela, le Front demande à l'État l'application des mesures citées ci-haut dans les 72 heures. À défaut, le Front convoquera une réunion d'urgence pour des mesures à prendre. L'association des victimes du Kambouaro a de nouveau commémoré ce lundi la journée des pendus à Conakry. Cette journée, initiée pour rendre hommage aux disparus du Kambouaro, a été mise à profit pour faire la pose de la première pierre d'une stèle dédiée aux victimes. Le compte rendu est signé Aïssata Fofana. Depuis plus de 5 ans, Lamine Camara, ancien détenu du Kambouaro, commémore cette journée aux côtés des autres victimes. Cet homme, la soixantaine aujourd'hui, n'arrive toujours pas à oublier les sévices du passé. Nous avons fait 9 jours de diète sans boire ni manger avant d'être interrogés. Après ces 9 jours de diète, on nous a attachés, ligotés comme des saucissons et mis les électrodes de courant électrique aux oreilles et pour certains d'entre nous aux parties sensibles, pour obtenir des aveux. 45 ans après les faits, Lamine Camara continue toujours de militer pour ne pas que les générations futures oublient ce chapitre de l'histoire de la Guinée. Il faut peut-être pardonner un jour, moi je l'ai déjà fait, mais il ne faut pas oublier. La meilleure façon de ne pas oublier, c'est de pouvoir procéder à chaque anniversaire à de telles rencontres. Sous ce chaud soleil, Djibril Tamsignan, l'un des rescapés du Kambouaro, a aussi tenu à être présent dans la masse. Pour lui, il est temps que la vérité soit rétablie. Il est temps, grand temps de rendre justice aux condamnés du Kambouaro, aux condamnés de toutes les prisons de Guinée. Il est temps de rétablir la vérité et de laver la mémoire. Un espoir pour lequel l'association des victimes du Kambouaro se bat aujourd'hui pour faire reconnaître le caractère extrajudiciaire qui a prévalu selon elle lors de l'exécution de 80 personnes dans la nuit du 24 au 25 janvier 1971. Rendre justice, c'est déclarer nul et non avenu les sentences prononcées par des structures circonstancielles et illégales, agissant sur des dossiers instruits par le biais de l'instrument de torture et d'extorsion de faux aveux que fut le comité de forfaiture, complaisamment appelé comité révolutionnaire. Rendre justice,
c'est déclassifier les fosses communes et les tombes des victimes. Reconnaître que ces hommes et leurs familles ont subi l'aveuglement de l'État et restaurer les droits et tous les droits qui ont été indûment bafoués depuis ce jour. En hommage aux disparus de ces tristes événements, l'AVCB a procédé à la pose de la première pierre d'une stèle qu'elle compte ériger dans l'enceinte du dit camp. Également aux côtés de ces victimes, l'ambassadeur de France en Guinée, le représentant de l'Union européenne et celui du Haut-Commissariat aux droits de l'homme ont réaffirmé leur engagement à ce que lumière soit faite sur ces événements. Pour le ministre Khalifa Gassama Diaby, la Guinée a besoin de se réconcilier avec son histoire. On les écoute au micro de notre reporter Aïssata Foufana. Il y a des moments où il y a des actes plus que d'autres à certains moments de l'histoire de ce pays. Il y a une grande espérance qui est en train de se lever autour du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Et je crois que vous pouvez compter sur notre présence, notre action, notre engagement à tous, la France, parce que c'est vraiment un moment important qui se joue maintenant. Et il faut le faire pour la Guinée, il faut le faire pour les jeunes générations de Guinée, il faut le faire pour les droits de l'homme, il faut le faire pour l'universalité et pour la liberté. Cette commémoration revêt une importance capitale et s'inscrit dans le cadre de la justice transitionnelle dans laquelle la République de Guinée s'est engagée à y parvenir avec le support de la commission de consultation de la paix des Nations Unies. Ce souvenir est un devoir de mémoire afin d'éviter la répétition des actes de violation des droits de l'homme. Nous avons dans notre pays besoin de réconciliation, surtout de réconcilier le peuple avec son histoire, le peuple avec l'État, le peuple avec la puissance publique. Quelle triste société que celle qui n'est pas capable d'inculquer à ses filles et fils la grandeur de l'humanité, de la compassion, de la compréhension, oui, de la compréhension de nos blessures. La plaine de Duncan, située dans la préfecture de Bokeh, couvre une superficie de 500 hectares. Plus de 300 agriculteurs travaillent et gagnent leur pain depuis 2003. Après avoir passé plusieurs années dans l'amateurisme, l'héritier de la plaine décide de changer de méthode de travail. C'est un constat de Moussa Sefa Kamara. Une plaine familiale qui couvre 500 hectares, dont 400 sont exploités par son fils héritier Mamadou Bobobari. Depuis 2003, les récoltes du riz et les cultures maraîchères sont gratuitement distribuées aux plus démunis des villages voisins. De nos jours, c'est une véritable chaîne de production qualifiée. Sur cette plaine de Duncan, la priorité aux femmes d'abord. Après cette première étape qui consiste à nettoyer le riz perdu, en passant par le chassage, on envoie chez les machinistes. C'est notre travail. Nous gagnons notre vie dans cette activité. Nourrir la famille et autres besoins. D'année en année, les chiffres d'affaires augmentent, ce qui pousse aux producteurs de changer la stratégie de travail. Le riz qui est de l'autre côté là-bas, ça c'est le riz pilé. C'est depuis 2001, le patron il travaille ici, tout le riz qui est récolté et donné à la population. Mais cette année, il a décidé de créer un emploi. Donc il a un contrat avec le programme mondial d'alimentation PAM. Donc ils ont pris le riz en charge. Donc on a envoyé 5 machines ici. Donc il y a les femmes, vous voyez les femmes qui sont là-bas qui étouffent le riz. Dans cet périmètre cultivable, il n'y a pas que la culture du riz. D'autres variétés de cultures maraîchères et fruitiers y sont aussi. On a aussi, comment dirais-je, des légumes de 6 hectares. Éparpillés à la pomme de terre, le piment, l'aubergine, la tomate, un peu de tout. Et 13 hectares d'arbres fruitiers. Grâce à la mobilisation des villageois et la volonté manifeste de Mamadou Bobobari, cette coopérative est devenue aujourd'hui une chaîne de valeur de production à l'échelle nationale.
Ouverture ce lundi à Conakry d'un atelier de formation des hommes de médias et des acteurs de la société civile guinéenne. Cette rencontre d'échange et de partage de 3 jours vise la réalisation des magazines sur la prise en charge des voix des femmes et des jeunes dans la lutte contre Ebola. C'est une initiative de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest en partenariat avec l'UNESCO. Le compte rendu est de Bamamadou Alpha. Des journalistes de 5 radios communautaires du paysage médiatique guinéen et d'autres représentants de la société civile guinéenne prennent part à cette formation. Une manière pour l'Institut Panos Afrique de l'Ouest de contribuer à sa façon à prévenir une résurgence de l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Nous sommes là ce matin dans le cadre d'un partenariat avec l'UNESCO pour mettre en œuvre un petit projet qui s'appelle des voix des femmes et des jeunes dans la lutte contre Ebola en Guinée. C'est un projet qui cible les radios communautaires. Donc, comment faire pour que les radios communautaires puissent coproduire avec les organisations de la société civile, particulièrement de femmes et de jeunes, pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans la lutte contre Ebola en Guinée. Après la déclaration de la fin de la maladie par l'OMS le 29 décembre dernier, la coordination nationale de lutte contre Ebola a entamé la 3e phase de la riposte. Il s'agit bien de la surveillance à base communautaire durant les 90 jours qui suivent cette proclamation. Durant la phase 3 de la lutte donc, il s'agira de la forte implication des communautés dans les activités de surveillance épidémiologique, qui demeure la meilleure solution de prévention de potentiels cas d'épidémie dans notre pays. Vous serez amené à concevoir ou à produire des programmes de radio au cours de cette formation ou à l'issue pour donner écho aux réalités de terrain dans le suivi des contacts notamment. Cet atelier de renforcement des capacités des acteurs des médias et autres représentants de la société civile constitue un point essentiel dans la sensibilisation des citoyens dans la lutte contre Ebola, d'après le point focal de l'UNESCO dans le pays. Au regard du rôle important joué par les jeunes et les femmes dans la lutte contre Ebola, il était opportun d'organiser cet atelier portant sur la formation des radios et organisations de la société civile, en réalisation de débats et magazines pour la prise en compte des voix des femmes et des jeunes dans la lutte contre Ebola. A rappelé que l'épidémie à virus Ebola a fait plus de 2000 morts en Guinée. Les membres du syndicat des professionnels de la presse étaient ce lundi face à leurs confrères journalistes. Objectif, faire le compte-rendu de leur mission récemment effectuée à l'intérieur du pays. Selon ces membres, cette mission s'inscrivait dans le cadre de faire adhérer le maximum d'hommes de médias à leur association. Marie Mobile. Du point de vue matériel, du point de vue rémunération, du point de vue traitement à l'interne, vraiment le constat est amer parce qu'il y a de ces rédactions, quand vous y pénétrez, vous ne trouvez même pas où le journaliste, après le terrain, sous le soleil, peut s'asseoir pour rendre ce qu'il a fait sur le terrain. Ce cri de cœur est celui de la majeure partie des journalistes venus des différents organes du pays, se fixant pour objectif principal d'améliorer les conditions de vie des hommes de médias. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, par la voix de son président, a effectué une visite de contact avec la corporation de 10 villes des 4 régions naturelles de la Guinée. Ils ont ensemble parlé des objectifs et des stratégies, mais aussi le niveau d'avancement de la pétition adressée aux patrons de médias. Cette mission de Conakry, on a commencé par Kankan, où nous avons rencontré les collègues de la radio Lulu FM, de la radio Horizon FM, de la télévision privée Faso TV, de la radio Baobab FM, de la radio Nabaya FM. De Kankan, nous sommes allés à Sigiri pour rencontrer évidemment les collègues de la radio Yuriba FM et ceux de la radio Milou FM. De Kankan, on est allé en Zérekouré pour rencontrer évidemment ceux qui sont de la radio Liberté Zali FM, la radio Pacifique FM et ceux de la radio Beta FM qui vient juste d'être installés dans cette localité de la forêt. Évidemment, sans oublier
nos collègues correspondants des différents médias de la presse privée des Électorés. Au cours de cette même tournée, le président du syndicat des professionnels de la presse de Guinée se dit écœuré par les réalités que vivent les journalistes de l'intérieur. Nous avons rencontré dans ces 21 radios, si vous avez cité bien sûr, sans parler les correspondants ou bien ceux qui évoluent à travers la presse écrite ou la presse en ligne, le constat est très très alarmant. Parce que nous avons vu que la plupart d'entre eux n'ont même pas de contrat de travail. Beaucoup ne sont même pas payés. Il y a des radios depuis plus d'une année de fonctionnement. Les gens n'ont perçu aucun franc. Mais ils sont là pour faire fonctionner les choses de ces médias privés. Depuis le lancement de cette pétition, le syndicat a enregistré plus de 200 signatures à Conakry pour être ensuite élargie à l'intérieur du pays. Une fois finie, elle sera déposée à la HAC et au ministère de la Communication pour les interpeller sur les conditions de vie et de travail des journalistes. Le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, a remporté le siège de député abandonné par l'ancien Premier ministre. Que signifie cette victoire pour le PDG? Élément de réponse dans ce reportage. Victoire du candidat du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, aux législatives partielles. Daniel Ndoumé Obamé, candidat du PDG, a obtenu 423 voix contre 279 voix pour son challenger, Jacques Nguema Meni, candidat de l'Union nationale, soutenu par le Front de l'opposition gabonaise pour l'alternance au terme de l'élection législative partielle organisée ce 23 janvier 2016 dans le canton qui est d'Oyem. Une victoire écrasante qui symbolise la force du rassemblement du PDG selon le porte-parole du gouvernement. C'est une victoire d'abord liée au rassemblement du PDG. Cette victoire signifie que lorsque le PDG est rassemblé, lorsqu'il n'est pas traversé de querelles intestines, le PDG ne peut que l'emporter parce que c'est un parti bien implanté. Ce que cette victoire signifie également, c'est que le Wollentem n'appartient à personne. Ce n'est pas le fief de l'opposition. Le Wollentem, c'est une province dans laquelle il y a également des partisans d'Ali Bongo Ondimba et on vient d'en faire la démonstration par cette élection, effectivement, à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est une très bonne nouvelle. S'il s'agit d'une victoire importante qui permet au PDG de conserver son siège, le parti au pouvoir profite surtout de la division de l'opposition. L'Union nationale, qui s'est révélée comme la principale force de l'opposition, n'a pas pu éviter la défaite. Malgré sa forte progression au local de 2013, 820 voix pour le PDG et 279 pour l'opposition, celle-ci devra résoudre ses problèmes de division afin de battre le PDG sur le canton d'Oyem. Notre parti a d'abord bénéficié de son rassemblement, de sa dynamique de victoire, et c'est cette dynamique de victoire qui divise l'opposition, c'est pas l'inverse. De toutes les façons, nous avons encore une fois une opposition sans projet, une opposition dont le seul projet se résume à l'état civil d'Ali Bongo Ondimba. Les populations gabonaises, pardonnez-moi, en ont marre, elles veulent entendre autre chose, elles veulent entendre un projet pour l'avenir de notre pays, l'avenir des enfants, un projet pour la paix et la stabilité du pays. Et donc, ces querelles n'ont pas de sens. Et c'est parce que l'opposition est enfoncée dans ces querelles qu'aujourd'hui elle se trouve sanctionnée par la victoire du PDG à Oyem. Jacques Nguema Meni, le candidat de l'Union nationale qui obtient 29,11% des voix, est suivi de très près par le candidat indépendant Clément Ndong Mba qui obtient 206 voix. Quant au candidat Emmanuel Angono-Ekou, soutenu par Jean Ping et ses soutiens, il se trouve en 4e position avec 28 voix. Les élections législatives gabonaises sont prévues en décembre 2016. C'est une révolution passée sous silence en Égypte. Il y a 5 ans, les manifestations commençaient place Tahrir. Des milliers de personnes demandent alors le départ d'Hosni Moubarak au pouvoir depuis 30 ans. On revient sur ces 18 jours qui ont bouleversé tout un pays. La place Tahrir garde encore quelques traces des manifestations massives qui ont eu lieu il y a tout juste 5 ans, comme la marque de leur désillusion. Pour marquer l'anniversaire du début de la révolte qui a conduit à la destitution du président Hosni Moubarak, son successeur Sisi a rendu hommage à la révolution. L'Égypte d'aujourd'hui n'est plus l'Égypte d'hier. Nous construisons ensemble un État moderne, développé et civil, fondé sur les valeurs de la démocratie et de la liberté. À l'été 2013, lorsque le candidat islamiste des frères musulmans Mohamed Morsi devient le premier président élu, c'est lui qui place Abdel Fattah al-Sisi à la tête du renseignement militaire.
Quelques mois après, Morsi est destitué par l'armée. En juin 2014, Sisi sera élu président après avoir éliminé toute opposition, islamiste d'abord, puis libérale et laïque ensuite. Au moment où il rend hommage à la révolution, il défend son action dans un climat sécuritaire devenu pourtant très tendu. L'expérience démocratique ne peut pas mûrir en un jour. Il s'agit d'un processus continu d'accumulation d'expériences quotidiennes. Depuis plusieurs semaines, les autorités ont multiplié les mesures répressives avec des arrestations et des démonstrations de force. Le régime échoue dans de nombreux domaines diplomatiques, politiques, économiques, et il a restreint les libertés, les droits de l'homme. Le constat des défenseurs des droits de l'homme est amer. 5 ans après le début de la révolte, l'Égypte se retrouve sous le coup d'un régime autoritaire qui a exclu toute opposition sur fond de menaces djihadistes et d'économie en berne. Le président français François Hollande a été invité à venir visiter Calais. La ville était marquée le week-end dernier par plusieurs manifestations pro- et anti-migrants, parfois de manière violente. Le président de la région en appelle à l'armée. Regardez. Comme pour sonner la mobilisation générale, Xavier Bertrand arrive à Calais pour une réunion de crise, avec notamment la maire de la ville. Il faut, dit-il, trouver une solution rapidement. Ah non, 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 il va se passer un drame et puis là, oui, on va bouger. Et en attendant... C'est toujours comme ça. C'est voilà, c'est tout le temps attendre le drame comme pour ça. réagir. Moi, je veux qu'on réagisse avant un drame. Même s'il y a déjà eu des drames. Ce qui s'est passé samedi, c'est aussi un drame. Et Xavier Bertrand d'appeler l'armée à intervenir en renfort. La grille a bien été remplacée ce matin devant le port de Calais, mais l'incident reste dans toutes les têtes. Samedi, en marge d'une manifestation de soutien aux migrants, plusieurs dizaines d'entre eux pénètrent par effraction à l'intérieur du port, paralysés pendant plusieurs heures. Pour ces salariés du port, c'est l'incident de trop. Ça fait peur ce qui s'est passé samedi, on a frôlé la catastrophe, on aurait pu avoir des morts. Pour les salariés du port, les clients, pour les Calaisiens, il est anormal qu'aujourd'hui on ne peut plus se rendre au travail sereinement. La situation a trop duré, voilà le sentiment d'une bonne partie des Calaisiens après ce nouveau week-end agité. Dimanche, les commerçants s'étaient mobilisés pour dire leur ras-le-bol. Et ce matin, les habitants de la ville sont au diapason. Les Calaisiens m'en en a marre, c'est tout. Voilà, on n'est plus chez soi. C'est ce qu'il faut dire. Ça fait longtemps que la question existe sur Calais et je trouve ça honteux que les gens ne se soient pas occupés avant, quoi. Parce que forcément ça dégénère et puis humainement on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, quoi. Trouver une solution d'urgence au problème de la jungle de Calais qui se pose depuis tant d'années, plusieurs fois détruite, elle a été à chaque fois reconstruite. Fini ce journal, merci donc de l'avoir suivi avec confiance et bonne semaine à tous.